RFI, Radio France Internationale, il est 6h30 à Paris, 4h30 en temps universel. Alexis Guilleux. Bonjour à tous. À la une ce matin, l'envoi d'une force africaine au Soudan du Sud pour assurer la paix et renforcer la mission de l'ONU sur place. C'est l'une des principales annonces faites au cours du 27e sommet de l'UA à Kigali. L'UA qui cherche toujours un successeur à Nkosazana Dlamini Zuma, personne n'a obtenu la majorité des 2/3 nécessaires pour prendre la tête de la commission de l'institution. Au sommet également une délégation d'opposition de RDC reçue hier au Quai d'Orsay à Paris. Menée par Étienne Tshisekedi, les représentants de l'opposition disent avoir été entendus par le ministère français des Affaires étrangères. La libération de 11 otages camerounais en Centrafrique qui pose encore beaucoup de questions. Et puis nous irons à Madagascar voir comment les scientifiques se préparent à l'éclipse du 1er septembre. Nkosazana Dlamini Zuma reste donc à son poste. Pour le moment, personne ne succède à la Sud-Africaine à la tête de la commission de l'UA. La faute à l'absence d'une large majorité en faveur de l'un des 3 candidats en lice. Une petite fausse note donc pour terminer ce 27e sommet de l'UA qui s'est tenu à Kigali au Rwanda. Un sommet tout de même marqué par 2 grandes annonces. D'abord celle du retour du Maroc au sein de l'Union, mais aussi la proposition d'envoyer une force continentale au Soudan du Sud pour assurer la paix. Le bilan de ce sommet avec notre correspondante Stéphanie Aglietti. Parmi les réalisations importantes de ce sommet, la demande des chefs d'État de l'Union africaine au Conseil de sécurité de l'envoi d'une force régionale de protection au Soudan du Sud. Cette force serait déployée dans le cadre de la MINUS, la mission de l'ONU déjà présente dans le pays. Elle aurait toutefois un mandat plus robuste. Ce sommet a également vu l'amorce d'un retour au sein de l'Union africaine du Maroc, 32 ans après l'avoir quitté. Retour d'autant plus probable que le royaume chérifien ne semble plus réclamer en préalable le gel de la reconnaissance de son ennemi, la République arabe sahraouie démocratique. En revanche, la réunion s'est conclue sur l'échec de l'élection du nouveau président de la Commission de l'Union africaine. En effet, aucun des 3 candidats en lice n'a obtenu la majorité requise des 2/3. De fait, une nouvelle élection ouverte à de nouveaux candidats est prévue pour le prochain sommet de l'Union africaine en janvier à Addis Abeba. Stéphanie Aglietti, Kigali, RFI. Le 27e sommet de l'Union africaine qui a accordé une large place à la situation au Soudan du Sud. L'envoi d'une force africaine sur place doit permettre de renforcer la MINUS, la mission de l'ONU dans le pays. Mission qui n'a pas réussi à endiguer la récente flambée de violence au cours de laquelle au moins 300 personnes ont perdu la vie. Georges Rebelo Chikoti salue l'envoi de cette force, mais le ministre angolais des Affaires étrangères affirme qu'en cas de reprise du conflit, des sanctions à l'encontre du président sud-soudanais Salva Kiir et du vice-président Riek Machar doivent être prises. On écoute. Je crois que c'est important, mais aussi il faut appliquer des sanctions. Je crois qu'il ne faut pas qu'on puisse avoir un retour constant vers les conflits. Je crois que le président Salva Kiir, en tant que président du Soudan du Sud, doit garantir la sécurité de tout le monde, la sécurité des siens et celle des autres aussi. Donc je crois que les sanctions devraient aller dans le sens de l'obliger à garantir la sécurité de tout le monde. Mais il faut peut-être prévoir un cadre sécuritaire différent des forces qui peuvent augmenter la sécurité au Soudan du Sud. Donc d'autres forces, éventuellement des Nations Unies ou bien de la région pour qu'ils puissent avoir un cadre de sécurité aussi pour M. Riek Machar. Le ministre angolais des Affaires étrangères Georges Rebelo Chikoti au micro de Christiana Soares. Le Soudan du Sud, où est toujours détenu Alfred Taban, 4e journée de détention pour le rédacteur en chef du Juba Monitor à cause d'un article demandant le départ de Salva Kiir et de Riek Machar au pouvoir. Reporters sans frontières demande sa libération immédiate, parlant d'une violation supplémentaire pour la liberté de la presse au Soudan du Sud. Son adjointe a été libérée, mais Alfred Taban reste, lui, détenu depuis samedi après-midi. Les précisions de Amaury Ochard. Salva Kiir et Riek Machar doivent être retirés du pouvoir. C'est pour avoir titré ainsi un article que le rédacteur en chef, Alfred Taban, a été arrêté samedi dans l'après-midi. Anne Miriano est la rédactrice en chef adjointe du Juba Monitor.
On a été voir la sécurité nationale hier matin. Ils nous ont autorisé à reprendre la publication à partir d'aujourd'hui. Par contre, concernant le cas d'Alfred Taban, c'est différent. Ils nous ont dit que ce n'est pas de leur ressort, que les ordres viennent de plus haut, donc on ne sait pas quand il sera libéré. Oliver Modi est le directeur de l'Union des journalistes du Soudan du Sud. Il appelle à la libération immédiate d'Alfred Taban. L'arrestation d'Alfred Taban n'est pas légale parce que nous avons des lois pour la presse et une haute autorité des médias qui a des procédures spécifiques pour les plaintes. Dans le cas d'Alfred Taban, ces procédures n'ont pas été respectées. La façon légale d'interpeller quelqu'un, c'est d'en référer au comité des plaintes qui siège au sein de la haute autorité des médias. C'est ce bureau qui doit recevoir toutes les plaintes, d'où qu'elles viennent. Le Juba Monitor sortira au Soudan du Sud aujourd'hui, mais toujours sans son rédacteur en chef. Retour sur ce 27e sommet de l'Union africaine qui s'est donc achevé sur un petit couac. L'absence de majorité pour l'un des 3 candidats à la présidence de la commission de l'UA. Le vote est donc reporté au mois de janvier 2017. Les explications du président en exercice de l'Union africaine et chef de l'État tchadien, Idriss Déby. Pour être accepté en tant que tel comme président de la commission, il faut obtenir le 2/3 des voix. Aucun des candidats n'a obtenu donc ce score-là. Il y a eu beaucoup d'abstentions. Les chefs d'État sont souverains. Donc, souverainement, les chefs d'État ont décidé d'ouvrir la liste des nouveaux candidats qui vont s'ajouter aux 3 existants. Des propos recueillis par Christophe Boisbouvier. RFI. L'opposition conteste la victoire d'Evaristo Carvalho à la présidentielle de Sao Tomé-Principe. L'ancienne Premier ministre et candidate Maria das Neves demande l'annulation du scrutin, jugé ni libre, ni juste, ni transparent. Evaristo Carvalho, le candidat soutenu par le parti du Premier ministre, est arrivé en tête avec une très courte avance, 50,1% des suffrages. Des résultats qui doivent à présent être validés par le tribunal constitutionnel. Un mois après le conclave de Bruxelles, une délégation de l'opposition de République démocratique du Congo était reçue hier au ministère français des Affaires étrangères. Une dizaine de représentants des coalitions politiques menées au Quai d'Orsay par Étienne Tshisekedi, le patron de l'UDPS. Au programme de cette rencontre, la situation politique en RDC et l'organisation du dialogue national. L'opposition qui est sortie satisfaite de cet entretien sans donner beaucoup de détails. Laure Broulard. L'opposition assure avoir rencontré non seulement la direction Afrique du ministère des Affaires étrangères, mais aussi des représentants des États-Unis, de l'Union européenne, de l'Allemagne et de la Belgique. Hier, la délégation cherchait leur soutien, selon Freddy Matungulu, l'actuel modérateur de la dynamique de l'opposition, qui a participé à la réunion. Nous avons parlé de la disponibilité de cette communauté internationale à nous accompagner dans les efforts, nous amenant prochainement à la préparation et à la tenue de l'élection présidentielle. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'il y a un certain nombre de pas nouveaux dans la bonne direction. Parmi ces avancées, la création récente du groupe de soutien à la médiation d'Edem Kodjo, salué par le rassemblement de l'opposition. Au terme de la réunion, les opposants se disaient confiants du soutien de la communauté internationale, mais sans garantie précise quant à la suite des événements après le retour en RDC d'Étienne Tshisekedi, le président de l'UDPS. C'est ce qu'explique Félix Tshisekedi, son fils et cadre de son parti. Non, on n'a pas demandé de garantie pour le président. Le président rentre dans son pays après une période de convalescence, c'est tout. Regardez simplement, observez la suite des choses, vous verrez que nous ne sommes pas venus parler de la pluie et du beau temps ici. Le Quai d'Orsay n'a quant à lui pas souhaité commenter cette rencontre. Et de son côté, Vital Kamerhe se dit prêt à participer au dialogue national qui fait débat dans la classe politique congolaise. Le président de l'UNC, 3e parti d'opposition de RDC, a expliqué via l'un de ses conseillers vouloir faire avancer le processus électoral pour faire sortir le pays de l'impasse. Par ailleurs, en RDC, 4 nouvelles personnes ont été retrouvées mortes après l'attaque du week-end dernier dans la périphérie de Bénis et dans l'est du pays. Au total, 6 personnes ont perdu la vie dans cet assaut mené par les ADF, selon des témoins.
Les questions restent nombreuses après la libération de 11 otages camerounais en Centrafrique. Kidnappés il y a un peu plus d'un an, ils étaient retenus à Zukumbo. Leur relèvement a eu lieu alors qu'ils rentraient d'un enterrement à une dizaine de kilomètres de Garoua-Boulaye dans l'est du Cameroun. À Bangui, Esteban Galliano. C'est le président du Cameroun, Paul Biya, qui a annoncé la nouvelle dimanche soir. Les 11 Camerounais sont libres et désormais sous la protection des autorités du pays. Aujourd'hui, ces désormais ex-otages ont regagné le territoire camerounais et ont été conduits dans un hôpital pour une évaluation de leur état de santé. On ignore encore les circonstances exactes de leur libération ainsi que le rôle joué par le Cameroun, la Centrafrique ou la MINUSCA dans les négociations. La MINUSCA d'ailleurs a salué la libération des otages et en profite pour rappeler aux groupes armés à renoncer à la violence d'une manière inconditionnelle. Les autorités centrafricaines, quant à elles, n'ont pas souhaité commenter cette libération. Au Cameroun, le président de la République, je cite, félicite chaleureusement les forces de défense et de sécurité camerounaises et remercie sincèrement tous ceux qui ont, de près ou de loin, œuvré pour cet heureux dénouement. Fin de citation. Mais plusieurs questions demeurent. Quelles étaient les motivations exactes des ravisseurs ? Qui étaient les preneurs d'otages ? Où sont-ils passés ? Des réponses qui devraient arriver dans les prochains jours. Esteban Galliano, Bangui, RFI. L'inculpation de 4 policiers kényans accusés des meurtres d'un avocat, de son client et de leur chauffeur. Les 4 policiers ont plaidé non coupables alors que cette affaire avait suscité beaucoup d'émotions au Kenya. En effet, avant les assassinats, des actes de torture avaient été commis par les 4 policiers. Les corps des victimes avaient été retrouvés une semaine après les faits. Une semaine de grève avait alors été déclarée par le barreau du Kenya. Evan Mawarire assure être en sécurité en Afrique du Sud. Le pasteur zimbabwéen, arrêté puis relâché la semaine dernière dans son pays, a mené une fronde au Zimbabwe, une contestation pour réclamer le versement des impayés de salaire, mais aussi pour contester la corruption. Le Zimbabwe avec une nouvelle traduction de ces impayés de salaire. Cette fois-ci, ce sont les soldats qui n'ont pas été payés en fin de semaine dernière. Au mois de juin, les salaires des militaires avaient été versés avec 2 semaines de retard. Madagascar se prépare petit à petit à l'éclipse du 1er septembre prochain, un phénomène très rare qui sera visible de 11h à 14h30 et qui traversera le pays d'ouest en est. Une éclipse annulaire puisqu'une fois que la Lune sera passée entre la Terre et le Soleil, il ne restera qu'un petit anneau lumineux. Un événement pour la grande île et un rendez-vous à ne pas manquer pour petits et grands scientifiques 48 ans avant la prochaine disparition du Soleil derrière la Lune et une belle occasion pour démocratiser les connaissances scientifiques. Jeanne Richard. Le Soleil a rendez-vous avec la Lune et les scientifiques malgaches comptent bien être là pour le spectacle, car la prochaine éclipse à Madagascar aura lieu en 2064, comme l'explique le professeur d'astronomie Charles Ratsifaritan, président de l'Association pour la promotion de la science et la technologie. Dans la vie d'une personne, c'est une occasion qui risque de ne se présenter qu'une seule fois. On a 2 objectifs. Le premier objectif, c'est informer les gens sur le côté scientifique. Donc essayer de démystifier un peu tout ça, et de 2, c'est essayer d'encourager les jeunes à entrer dans les disciplines scientifiques. Créer des vocations et préparer la relève scientifique dans le pays donc, mais aussi rationaliser l'événement car la culture malgache est très liée à l'astrologie. Le soleil, ça représente un peu les gens âgés de la famille. Ce sont les anciens et le fait que le soleil est caché, quelque part c'est une mauvaise augure. Il espère pouvoir faire venir de grands scientifiques pour l'occasion. Une mise en garde toutefois, attention aux rayonnements solaires qui peuvent créer des lésions irréversibles aux yeux, pouvant aller même jusqu'à la cécité. Pour observer l'éclipse, il faudra donc impérativement porter des lunettes spéciales. Jeanne Richard, Antananarivo, RFI. Il est 6h43 à Paris. Afrique Matin sur RFI. Alexis Guilleux. Merci de choisir la radio du monde pour vous réveiller. Dans le prochain quart d'heure, nous ouvrirons les journaux du continent. Dans sa revue de presse, Frédéric Couteau reviendra sur l'échec de la nomination d'un nouveau président de la Commission de l'Union africaine. Mais avant cela, notre invité. C'est un grand retour dans le giron des nations africaines. La Centrafrique et son nouveau président, Faustin Archange Touadéra, ont été reçus au 27e sommet de l'UA qui s'est tenu ce week-end à Kigali, au Rwanda. Les 2 derniers présidents de la Centrafrique, Michel Djotodia et Catherine Samba-Panza, avaient été suspendus des sommets de l'Union africaine.
Un retour de la Centrafrique pour aussi saluer l'élection présidentielle démocratique qui s'est tenue dans le pays au début de l'année. Alors si les défis restent nombreux pour la Centrafrique, notamment sur le plan sécuritaire, Faustin Archange-Touadéra ne cache pas son bonheur de revenir ainsi à l'Union africaine. Le président centrafricain est ce matin l'invité de Christophe Boisbouvier. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Après 3 ans d'absence, la République centrafricaine est de retour à l'Union africaine. Quel est votre sentiment aujourd'hui ? C'est un sentiment de fierté parce que depuis 3 ans, la République centrafricaine était suspendue. Et aujourd'hui, c'est avec une grande joie, une grande fierté que la République centrafricaine retrouve sa place dans l'Union africaine suite au retour à l'ordre constitutionnel. Donc c'était un moment important. Comment ça s'est passé pour vous-même ? Il y a quelques mois, vous étiez encore inconnu pour beaucoup. Comment avez-vous été reçu par vos nouveaux pairs chefs d'État africains ? Eh bien, j'ai été, pour ainsi dire, félicité et encouragé. Donc, j'ai été très très bien accueilli par mes pairs qui aujourd'hui ont beaucoup d'espoir pour la République centrafricaine. Le report de l'élection du président de la Commission de l'Union africaine, vous vous y attendiez ou pas ? Bon, comme vous le dites, c'est un vote. Il y a eu des candidats et malheureusement, donc, compte tenu du règlement intérieur de notre Union, on n'a pas pu dégager un président pour la Commission pour cette fois-ci. Mais je pense qu'après le débat, nous avons bon espoir qu'en janvier, nous aurons donc un nouveau président ou une présidente pour la Commission. Sans être trop indiscret, est-ce que votre délégation avait plutôt voté pour l'un des 3 candidats ou c'était plutôt abstenu ? Nous avons voté. Pour ainsi dire, aujourd'hui, c'est le retour de la République centrafricaine. Nous devions voter pour exprimer vraiment la position claire de la République centrafricaine. Nous avons voté. Donc vous ne vous êtes pas abstenu ? Non. Et on peut savoir pour qui vous avez voté ? C'est le vote. Le 9 juillet, lors de votre discours pour vos 100 jours, vous avez déclaré « La patrie est en danger avec des régions entières contrôlées par des groupes armés ». C'est un langage fort que vous avez tenu, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas un aveu d'impuissance ? Non, ce n'est pas. C'est interpeller, mobiliser et aussi dire aux Centrafricains que nous devions tous nous mobiliser pour faire la paix. Et aujourd'hui, cela vient après que nous ayons rencontré l'ensemble des responsables des groupes armés et où nous avons indiqué comment nous entendons mener le processus du désarmement. Et pour la plupart, ils ont adhéré à cela. Alors vous avez en effet ouvert votre porte à tous les groupes armés depuis votre élection. Et pourtant, le 5 juillet dernier, il y a eu à nouveau des combats meurtriers à Bambari entre 2 factions de la Séléka. Est-ce que ça veut dire que finalement le dialogue, ça ne fait pas avancer les choses et qu'il faut peut-être plutôt employer la force ? Pour l'instant, nous prenons le dialogue. Et là, ça, ce sont des conflits intergroupes. Oui, mais meurtriers. Oui, évidemment, nous déplorons. Donc, aujourd'hui, la République centrafricaine n'a plus besoin de ça. Mais nous avons confiance parce que nous avons échangé avec beaucoup de ces responsables des groupes armés et ils sont dans cette logique. Et n'oublions pas aussi que c'est la période des transhumances. Alors, tous ces faits sont peut-être liés aussi au grand banditisme que beaucoup à des activismes politiques. Vous dites que la plupart des responsables des groupes armés sont ouverts au dialogue. Mais est-ce qu'il n'y a pas des irréductibles comme Noureddine Adam, qui est réfugié au Tchad ? Nous maintenons le dialogue. Et je pense qu'il y aura un effet puisque la structure que nous avons mise en place au niveau de la présidence a déjà lancé des invitations pour la représentation de tous les groupes armés. Je pense que ceux dont vous parlez pourraient revenir au bon sentiment pour que nous puissions vraiment désarmer toute la République centrafricaine. Et pourraient revenir à Bangui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On a signalé sa présence vers Ndélé. Je pense que dans les cadres de discussion de DDR, nous verrons tout ça. Le départ des militaires français de l'opération Sangaris en octobre prochain, ça vous préoccupe ? Ça nous préoccupe. Nous l'avons déjà demandé lors des rencontres que nous avons eues avec le président Hollande. Mais je pense que pour des questions peut-être intérieures et d'autres questions, le dispositif Sangaris va être levé d'ici le mois d'octobre, d'après ce qu'on nous a dit. Mais c'est une préoccupation. Mais nous avons la MINUSCA, la force des Nations Unies qui est encore sur place. Donc nous allons continuer à travailler pour ramener la paix en République centrafricaine. La différence peut-être avec vos prédécesseurs, c'est que vous avez la légitimité démocratique. Je ne veux pas parler de cette situation. Ce qui est sûr, c'est que le peuple centrafricain est allé massivement voter.
Et aujourd'hui, nous avons retrouvé l'ordre constitutionnel. Vous savez, les dernières élections, le taux d'inscription sur la liste électorale est très très élevé. Ça signifie que les Centrafricains veulent tourner la page de ces conflits-là. Alors moi, j'ai confiance. Est-ce que vous avez offert une synthèse entre un homme d'expérience, ancien Premier ministre, et en même temps un homme qui ne s'était pas sali les mains ? Bon, en tout cas, les Centrafricains m'ont fait confiance pour tout ça. Parce que je suis connu, contrairement à ce que vous avez dit, que j'étais inconnu. Non, j'ai été enseignant à l'université et ancien Premier ministre pendant 5 ans, ça compte. Les cours de maths à l'université de Bangui, c'est fini ou pas ? J'ai quelques cours que je dispense. Bon, malheureusement, pas de manière régulière, mais je continue. Que vous assurez une fois tous les combien ? Ah, quand je suis libre et je programme les études, je programme les cours, je pense que ça ira très très vite. Monsieur le Président, merci. Faustin Archange Touadéra, le président centrafricain, au micro de notre envoyé spécial à Kigali, Christophe Boisbouvier. Alexis Guilleux. Les grands titres de l'actualité internationale ce mardi 19 juillet. L'enquête sur l'attentat du 14 juillet à Nice. Le procureur de Paris, François Molins, a évoqué hier un acte prémédité des repérages de la part de Mohamed Laouej Boulel. L'enquête se concentre aussi sur d'éventuels complices. Ce matin, le projet de loi sur la prolongation de l'état d'urgence passe en Conseil des ministres. Il devrait être examiné par les députés ce soir. En Allemagne, le ministre de l'Intérieur de la Bavière estime qu'il est trop tôt pour évoquer le mobile de l'agression. Hier soir, un réfugié afghan de 19 ans a blessé grièvement 4 passagers d'un train avec une hache et un couteau avant d'être abattu par la police. La Turquie est le Premier ministre qui promet que la purge se fera dans le cadre du droit après l'échec du coup d'État de vendredi soir. Hier, le président Recep Tayyip Erdogan a répété qu'il n'écartait pas un rétablissement de la peine de mort. Au total, plus de 7500 militaires et magistrats ont été placés en garde à vue. Près de 9000 policiers, gendarmes et fonctionnaires démis. Un ancien chef de l'armée de l'air arrêté aurait reconnu avoir planifié le coup d'État manqué. La convention républicaine qui se poursuit à Cleveland, aux États-Unis, dans une atmosphère particulière. Hier, les anti-Donald Trump ont demandé que l'on revote, motion qui a été rejetée. Convention qui dure jusqu'à jeudi, toujours sans les principaux cadres du Parti républicain. Et puis la décision attendue du CIO aujourd'hui, le Comité international olympique qui devrait se prononcer sur la participation de la Russie au JO de Rio le mois prochain. Un rapport publié hier montre comment la Russie a organisé le dopage de ses athlètes ces dernières années en collaboration avec les services secrets. Bonjour Frédéric Couteau. Bonjour Alexis, bonjour à tous. À la une de votre revue de presse des journaux africains, la commission qui cherche un président. Cela devait être le clou de cette 27e conférence au sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine. Hélas, déplore Fasozine, la fumée blanche n'est pas apparue dans le ciel de Kigali, la capitale du Rwanda, où se tenait la grand-messe des têtes couronnées du continent. Il faudra donc attendre l'année prochaine pour désigner un successeur à Nkosazana Dlamini-Zuma, la présidente de la Commission de l'Union africaine, qui s'est refusée à briguer un nouveau mandat. En effet, aucun des 3 candidats en lice, Agapito Mba Mokwi de Guinée équatoriale, Pelonomi Venson Moïtol du Botswana et Specioso Wandira Kazibwe de l'Ouganda, n'a obtenu la majorité des 2 tiers nécessaires pour s'asseoir dans le fauteuil de chef de l'exécutif de l'institution panafricaine. Pour de nombreux États, ces prétendants manquent d'envergure, aussi ont-ils préféré botter en touche. Du coup, c'est une certitude, lance le quotidien aujourd'hui à Ouaga, en janvier 2017, au 28e sommet de l'Union africaine, le président de la Commission s'appellera Kikwete ou bien Bathily. L'ex-président tanzanien, en effet, Jakaya Kikwete, et le Sénégalais Abdoulaye Bathily, actuel représentant de l'ONU en Afrique centrale, sont dans les starting blocks. Et la balance pourrait bien pencher pour le premier, estime aujourd'hui, en tant qu'ex-chef d'État, Kikwete a la latitude de pouvoir discuter à l'aise avec ses ex-pairs, sans toutefois s'ériger en donneur de leçons, griefs qui ont collé au boubou d'Alpha Oumar Konaré. Il pourrait aussi bénéficier du soutien de poids lourds, tels l'Afrique du Sud et le Nigeria.
même si d'aucuns pensent qu'après Dlamini Zuma, c'est au tour des francophones. Et finalement, Frédéric pointe pour sa part le site d'information Guinée-Conakry Info. Ce 27e sommet de l'UA n'a pas été très productif. Outre la présentation du nouveau passeport et la remise au président tchadien et rwandais de ce nouveau sésame panafricain, la plupart des questions abordées n'ont pu trouver solution urgente. Vu la complexité des situations et leurs conséquences évidentes sur l'actualité, avec le Soudan du Sud, par exemple, pointe Guinée-Conakry Info, les derniers combats fratricides ont poussé consciencieusement les pays de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, à solliciter de l'organisation continentale la mise en place rapide d'une force alternative pour une protection plus effective et plus efficace des populations, à côté de la force onusienne. Cette proposition, bien qu'humanitaire et particulièrement intéressante, ne pouvant trouver solution immédiate sur place, il faudra la modéliser, la discuter, élaborer les schémas de son financement de manière concrète et pragmatique pour lui assurer le succès souhaité. Il faudra donc, pointe Guinée-Conakry Info, réfléchir et négocier encore, question de temps, nécessité de patience. Pour le pays, au Burkina, cette volonté d'envoi de troupes au Soudan du Sud a de fortes chances de rester finalement un vœu pieux, si ce n'est une décision prise juste pour se donner bonne conscience. D'autant plus que le feu est déjà dans la maison sud-soudanaise et même si l'Union africaine réussissait à renflouer ses caisses, il faudrait surtout, estime encore le pays, que cette nouvelle santé financière serve davantage au renforcement de la démocratie et au respect des droits de l'homme sur le continent. Alors, à quand l'Union africaine du développement, s'interroge lejelly.com. En 53 ans d'existence, l'Union africaine, jadis OUA, n'a pas fondamentalement évolué dans son paradigme, estime le site guinéen. De ses pères fondateurs à la classe dirigeante d'aujourd'hui, l'institution demeure politique. Les récurrentes crises dans ses États membres sont toujours au premier rang des rencontres des chefs d'État. Réticents à unir véritablement leurs États respectifs, les présidents africains peinent également à réaliser que le salut du continent et de ses habitants ne peut s'acquérir que par une lutte authentique, effective et acharnée contre le sous-développement et la misère. Ainsi, constate encore lejelly.com, quand ils se retrouvent dans les sommets ordinaires, ils effleurent à peine les secteurs économiques stratégiques. C'est à croire que ce sont des amis dans leurs impeccables costumes 3 pièces ou leurs boubous amidonnés qui se rencontrent juste pour prendre un café et papoter ensemble quelques jours. Merci beaucoup Frédéric Couteau pour cette revue de presse des journaux africains. Une revue de presse à retrouver comme tous les jours sur notre site internet le www.rfi.fr. Vivez votre passion du sport avec MoneyGram, transfert d'argent. Le journal des sports, bonjour Thomas de Saint-Léger. Bonjour Alexis, bonjour à tous. On débute par du football. Le Français Paul Le Guen rejoint bien la sélection du Nigeria, mais pas forcément au poste où on l'attendait. L'ancien sélectionneur du Cameroun était pressenti pour devenir celui des Super Eagles. Il se contentera finalement d'un rôle de conseiller technique. Paul Le Guen travaillera en tandem avec celui qui hérite finalement du poste principal, Salisu Youssouf. La mission des deux hommes, qualifier le Nigeria pour la Coupe du Monde 2018. Les triples champions d'Afrique ont hérité d'un groupe difficile avec l'Algérie, le Cameroun et la Zambie. On rappelle qu'ils ne participeront pas à la CAN au Gabon l'an prochain. En cyclisme, le Tour de France 2016 est entré dans sa dernière ligne droite avant une journée de repos ce mardi. Les coureurs du peloton se rendaient hier en Suisse pour une arrivée à Berne, la capitale. Et c'est encore une fois le Slovaque Peter Sagan qui s'est imposé. 3e victoire d'étape dans ce Tour 2016 pour le fantasque champion du monde. Un succès au sprint qui lui permet de garder le maillot vert du classement par points. Chris Froome, le Britannique, conserve lui sa tunique jaune de leader du général avant 4 étapes très difficiles dans les Alpes. Le coureur du continent le mieux classé, c'est toujours le Sud-Africain Luis Mentiès, 12e à moins d'1 minute du top 10, et toujours bien placé dans la course au maillot blanc de meilleur jeune, le premier de ce classement. Adam Yates le devance d'un peu plus de 3 minutes. J-17 avant le début des Jeux Olympiques de Rio, c'est l'heure des derniers réglages pour tous les sportifs, notamment pour les volleyeuses camerounaises. Les 12 joueuses retenues pour ces JO ont déjà disputé et perdu plusieurs matchs amicaux face à l'Espagne le mois dernier, plus récemment face aux moins de 23
23 ans du Brésil. Elles sont d'ailleurs actuellement sur le sol brésilien pour peaufiner leur préparation. Les détails avec Serge Abouem, le président de la Fédération camerounaise de volley. Il est au micro d'Étienne Arthur Defoe. Le Brésil s'occupe de l'environnement sanitaire, infrastructurel et environnemental de l'équipe. Lorsque les filles arrivent, elles font d'abord un check-up total, la masse musculaire, le niveau de graisse. Après cela, elles sont soumises à tous les contrôles des joueuses professionnelles. D'autres matchs amicaux en vue? Nous avons un match amical contre Porto Rico à Rio, à moins 2 jours du début des Jeux. Et le début de ces Jeux Olympiques, on rappelle la date, ce sera le 5 août. 2 semaines de compétition à suivre, évidemment, sur les antennes de RFI. Merci beaucoup Thomas de Saint-Léger pour ce journal des sports. Dans 20 secondes sur RFI, un nouveau journal. Le journal des sports Afrique vous a été proposé par MoneyGram Transfert d'argent. Plus de 30 000 points de vente MoneyGram à votre service partout en Afrique. MoneyGram, le lien qui vous rapproche.